Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les coulisses et bien sûr l'actualité en direct des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques instants, nous étions en direct de la Arena Paris Sud, du côté de la porte de Versailles pour le tennis de table. Et ben, on va revenir sur les médailles, bien sûr, les chances de médailles. Et puis on va parler aussi nourriture avec vous, Jules Boscherini, pour le journal des sports, Joseph. Et on commence tout de suite avec les Français du jour. Jules, nouvelle médaille d'or ce matin, la 6e pour la délégation française. Ouais, et c'est le triomphe de Cassandre Beaugrand en triathlon qui a enfin pu avoir lieu après 2 jours de report pour les hommes, pas pour les femmes. Un grand moment pour le sport français qu'on va écouter avec les commentaires de France Télévisions. Là, voilà, ça y est, le dernier virage pour prendre le premier 103 avant de savourer. C'est son jour de gloire. Cassandre Beaugrand, première française. Championne olympique de triathlon, le premier titre de l'histoire du triathlon français. Elle l'a fait, Cassandre. Ça y est, Cassandre Beaugrand, championne olympique, le sacre d'une reine, le sacre de la reine. Une performance majuscule pour la Française en 1h57 qui a vécu une avant-course un peu particulière, comme elle l'a révélé au micro de France Télévisions. Je me suis mise à vomir avant le départ, ça m'était jamais arrivé. Je me suis dit, Cass, non. Il y a Georgia Taylor-Brown qui était là et qui me dit, c'est juste une course, tu peux le faire. Tu peux y arriver et tout. Et en fait, tout le reste de la course, j'ai été vraiment très concentrée, je pense. Je me suis fait quelques petites frayeurs parfois, surtout avec les chutes à côté de moi. Donc j'ai essayé de me replacer. Vous avez entendu, on va désormais l'appeler comme elle s'appelle elle-même, Cass pour Cassandre. Jules Boscherini. Cass qui avait de la pression, mais il y avait aussi de l'émotion, Jules, dans sa voix. Et c'est d'ailleurs une première historique. Ah mais oui, tout à fait. La victoire est d'autant plus belle car il s'agit de la première médaille individuelle dans l'histoire du triathlon français aux Jeux Olympiques. En 2021 à Tokyo, la France avait déjà accroché une médaille. C'était le bronze, mais en relais mixte. Alors d'autres médailles aujourd'hui, en tout cas on espère. On en a déjà passé en revue avec Joseph, mais Jules, on va refaire le tableau en quelque sorte des espoirs de la journée. Ouais, sacré programme aujourd'hui, avec beaucoup d'espoir pour les tricolores, à commencer par le judo et l'entrée en liste de la Française Marie-Ève Gaillet dans la catégorie des moins de 70 kilos. La vice-championne du monde en titre qui veut aller chercher son premier podium olympique s'est d'ailleurs qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire contre l'Israélienne Maya Goshen. Le BMX aussi avec la finale homme du freestyle. On y retrouvera Anthony Jean-Jean, place de la Concorde, qui vise une médaille à 14h15 et c'est d'ailleurs l'objectif qu'il a affiché hier après sa qualification au micro d'Eurosport. C'est toujours un step à passer, donc c'est fait, je suis très content. Et demain c'est le meilleur des 2 runs qui compte, donc on va pouvoir send it et poser le meilleur de ce que je suis capable. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu en tout cas. Et j'ai hâte de vivre ce grand moment avec le beau public français qui va venir demain en masse. C'était Anthony Jean-Jean, donc du BMX. Ouais, exactement, et alors qu'il y a des épreuves qui sont en cours, Jules, et notamment le triathlon homme. On a vu que les femmes avaient pris une médaille d'or. Qu'en est-il pour les hommes ? Chez les hommes, ça vient de se finir et c'est le Britannique Aixi qui remporte la médaille d'or devant Hayden Wild. Le Britannique passe devant le Néo-Zélandais dans les derniers mètres et le Français Léo Bergère rafle la médaille de bronze après une course épique. Son compatriote Pierre Lecor finit au pied du podium. Ouais, c'était incroyable, un final absolument dantesque. Il y a aussi des finales très attendues dans le bassin de la Défense Arena, 3 finales pour être précis. Ouais, celle de Léon Marchand, bien évidemment, engagé sur le 200 mètres brasse à 20h36 et sur le 200 mètres papillon à 22h08. Le Toulousain est en passe de remporter son pari fou avec 2 nouvelles médailles d'or avant de se tourner vers le 4 x 100 mètres, 4 nages en équipe et le 200 mètres 4 nages. Sans oublier la finale de la distance reine. Avec Maxime Grousset qui dispute à 22h15 le 100 mètres nage libre. Le Français, double médaillé mondial sur la distance, a un véritable coup à jouer pour sa première participation aux Jeux. Bon, et on termine par une déclaration assez surprenante, Jules. Une gymnaste américaine, pas de n'importe laquelle, qui parle de la nourriture française. Et pour reprendre les mots d'un célèbre commentateur, oh Simone, pas ça Simone, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et c'est déjà la 2e fois que Simone Biles, tout juste sacrée championne olympique de gymnastique par équipe, défraie la chronique. Cette fois-ci, il n'est pas question de pain au chocolat, mais de la qualité de la cantine du village olympique. Je vous lis la déclaration choc qui date d'hier. Ce n'est pas vraiment de la cuisine française dans le village. Nous, aux États-Unis, c'est un peu plus sain. Ah, bien sûr. La nourriture française, elle n'est pas contente de ce qu'elle mange au village olympique. Et c'est meilleur de l'autre côté de l'Atlantique, d'après elle. Alors donc, elle est plus habituée surtout. Ouais, c'est un peu le hic parce que nous, Français, nous n'avons rien contre les Américains, mais permettez-nous, chère Simone, d'avoir quelques doutes sur la qualité de la nourriture au pays des burgers et plus largement de la malbouffe. D'ailleurs, Joseph, est-ce que vous avez une idée du taux d'obésité aux États-Unis et en France ? Alors absolument pas, mais je suis sûr que vous avez mené l'enquête. Ah oui, environ
42% aux États-Unis. Rendez-vous compte, c'est presque la moitié de la population américaine contre seulement environ 17% en France. Simone, les chiffres parlent d'eux-mêmes et franchement, il n'y a rien à ajouter. Bon, c'était le journal des sports et là c'est un coup bas parce qu'on est allé chercher un chiffre juste pour dire à Simone, la grande championne quand même. Non, mais d'accord, mais enfin c'est d'abord une grande championne, faut pas le sous-estimer. Oui, mais il faut quand même savoir répondre. On n'a pas de leçon à donner aux champions ce matin. Mais enfin quand même, la nourriture française, je suis d'accord avec vous, on n'y touche pas. Bon, Joseph, on enchaîne avec quoi? Alors, on va parler justement d'un homme qui lui était parti aux États-Unis, mais cette fois pour performer. On va parler de Léon Marchand notamment et on est en ligne avec Romain Barnier. C'est ici qu'il a performé. Exactement, il a performé ici grâce notamment à son départ aux États-Unis, pas que, parce qu'avant il était en France, il est formé notamment en France et on va en parler avec l'un des tout meilleurs entraîneurs français, Romain Barnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur sportif du Cercle des Nageurs de Marseille, vous avez été l'entraîneur notamment des plus grands champions, Fred Bousquet, Florent Manoudou, Fabien Gillot, mais aussi Camille Lacour. On vous remercie d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le fameux Cercle des Nageurs de Marseille. Exactement, l'un des plus performants. Alors on va d'abord faire un petit point sur Léon Marchand, parce que aujourd'hui il s'attaque à un défi absolument incroyable. Alors le grand public ne le sait pas forcément, Romain Barnier, mais en quoi est-ce que c'est un défi? Ça n'a jamais été fait de viser 2 médailles d'or, ou en tout cas d'être en capacité de le faire la même journée? C'est un défi même plus XXL. Il y a pas vraiment de mots pour définir ça. La difficulté d'affronter une finale olympique avec la préparation de cette finale, toute la journée de préparation, les minutes qui précèdent, l'intensité de la course, et puis derrière il se passe forcément des choses positives ou négatives, c'est-à-dire soit on a gagné la course, on a atteint notre objectif et il y a forcément une submersion d'émotions qui vous arrive, ou au contraire ça se passe pas comme on veut et il y a à peine une heure et quart pour basculer et pour le faire. Alors les athlètes sont souvent quand même aguerris aux doubles courses. Léon l'a travaillé énormément aux États-Unis. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà gagné par le biais d'une course en individuel et d'une course en relais, et qui ont déjà nagé 2 fois et probablement obtenu 2 médailles d'or. Je pense à Michael Phelps qui avait gagné 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 2008. Je pense qu'il a déjà réussi ce pari-là de gagner 1 médaille d'or olympique la même après-midi, mais pas en individuel et surtout pas en devant passer aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les séries, qui est un exercice très périlleux où mentalement on se met pas au maximum de ses possibilités. C'est une sorte d'étape obligatoire pour aller en demi-finale, puis les demi-finales. C'est des moments où en fait on gagne rien, mais on perd de l'énergie. Il faut aussi marquer le coup sur ses adversaires, il faut se préserver. Il y a tout un enjeu qui est complexe où on n'est pas vraiment à fond, dans le maximum de ses possibilités. Et on sait que Léon Marchand est le maître de la transcendance, le maître de cette capacité à utiliser toute son énergie, et on voit bien qu'on fait face à un athlète différent à chacune des étapes, entre les séries, les demi-finales et les finales. Si on regarde simplement la journée d'hier, son 200 mètres papillon le matin, on dirait presque un nageur normal, simplement qui enchaîne le rythme. Et l'après-midi, on commence à entreapercevoir le niveau de son talent quand il appuie un petit peu plus fort sur l'eau. Et je pense qu'on va découvrir encore autre chose, même s'il tombe probablement dans sa course la plus difficile, le 200 mètres papillon, avec le recordman du monde Milak. Mais par contre, sur le 200 brasses, je vois un Léon Marchand absolument dominateur cet après-midi. Bon, mais on vient de vous écouter. On vient de vous entendre, Romain Barnier. Vous êtes un expert. Vous dirigez le centre sportif, le Cercle des Nageurs de Marseille. Vous avez formé parmi les plus grands au monde et français, évidemment, d'abord. Franchement, vous savez bien, Sud Radio, vous êtes un invité régulier, mais c'est parlons vrai. Disons les choses. C'est un coup de com', c'est du marketing, ou est-ce que vous y croyez vraiment? Vous venez de nous dire à quel point ça va être difficile. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il le tente? Juste parce qu'il fallait, chez soi, par définition, en France, il fallait le tenter pour dire, ben voilà, j'ai pas renoncé. Est-ce que vous y croyez? Je crois en rien, en fait. Je vais me mettre en tant que spectateur, parce que croire, ça voudrait dire avoir fait la préparation et connaître de manière beaucoup plus intime. C'est pas simplement être expert, mais c'est aussi avoir l'intimité de la préparation de Léon. Je crois à une chose, c'est que les grands champions, ils défient les normes et les conventions. Oui. Ils les transgressent pour pouvoir offrir aux autres qui sont moins forts des nouveaux chemins et des nouveaux horizons. Léon, il fait partie de cette trempe d'athlètes qui a refusé que le record du monde appartienne toujours à Michael Phelps pendant 20 ans. Et il a transgressé ça et il lui a pris le record du monde, la performance. Et la performance qu'il a faite le premier jour des JO est probablement, et j'en suis même certainement
Je suis même intimement convaincu que c'est le plus grand 400 mètres 4 nages de l'histoire, parce qu'on a bien vu que ce bassin était plus lent pour de multiples raisons et sans polémiquer, puisqu'on parle d'enjeux planétaires. Il y a le bassin est moins profond, il y a des caméras partout qui heurtent, qui créent des résistances dans le bassin. Il y a plein de raisons qui font que la compétition est moins rapide, mais c'est pas grave parce que le système d'équité de cette compétition est préservé. Tous les athlètes ont le même bassin, tous les athlètes ont le même village, ont la même nourriture. Donc en fait c'est ça le principe des JO. Et non réussi pour l'instant à s'extraire, c'est-à-dire à se rapprocher des records du monde ou des records olympiques, que 2 ou 3 athlètes, et on voit bien que même les très grands champions de la natation mondiale ne sont pas capables de se confronter à leur propre référence chronométrique dans des conditions qui sont meilleures. Donc Léon a écrit une première page absolument exceptionnelle. Il est en train de tenter un défi qui n'a été fait par personne, et c'est le meilleur moyen. Et quand on entend notamment Victor Wembanyama, que je suis pour notamment essayer de comprendre comment réfléchissent ces très grands champions, il est une illustration parfaite de cette réflexion différente que les gens normaux ne sont peut-être pas capables d'avoir, ou peut-être parce qu'il réfléchit comme ça, il devient ce talent exceptionnel. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais je crois vraiment qu'il est capable de faire 2 médailles. Je crois vraiment que au-delà de ça, l'audace d'aller affronter Milak, le recordman du monde, l'athlète extraordinaire du 200 mètres papillon qui a surclassé, qui est le plus grand nageur de 200 mètres papillon de toute l'histoire, même devant Phelps dans sa performance de 1 minute 50 secondes. Peut-être moins constant sur le nombre d'années, peut-être qu'il y aura moins de médailles, mais la performance pure, la course pure qu'il a faite quand il a fait ce record du monde, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et Léon a choisi le chemin de la difficulté et de l'audace, aller affronter le meilleur, peut-être le seul qui est meilleur que lui sur cette compétition, sur ce que j'ai pu observer depuis le début de la compétition. Il est le meilleur sur le 200 mètres 4 nages, il est le meilleur sur le 200 brasses. Sans être aussi expert que vous, Robin Barnier, pour avoir vu hier soir se qualifier Milak, j'en étais très impressionné. Je me disais, ça va être très très dur pour Léon Marchand. Joseph Ruiz. Vous avez cité Wembanyama, Romain Barnier, on rappelle directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, Léon Marchand, Kylian Mbappé, ce sont des talents français, on peut en être fier. Est-ce que les Français se rendent compte des talents absolument phénoménaux qu'ils ont aujourd'hui? Ouais, alors j'espère, mais je pense qu'on s'en rendra toujours compte au moment où ça s'arrête et où on fait le bilan. Pour l'instant, c'est trop puissant en termes de. Voilà. Et c'est de la matière qui est trop difficile à comprendre. Mais il y a un point commun entre ces 2 athlètes-là, c'est qu'il y a un état d'esprit. Alors peut-être c'est aussi parfois la meilleure partie des États-Unis. J'ai entendu qu'ils étaient peut-être obèses et qu'il y avait des défauts comme il y en a un peu partout selon les cultures. Bien sûr. Mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que quand vous prenez un Français qui a réussi dans la culture française à s'extraire et que vous lui rajoutez cette petite chose en plus que possèdent beaucoup d'Américains moyens en sport et qui permet à cette nation d'être souvent la meilleure nation du monde, on voit que ça fait des éternels. Si on reste français, mais qu'on adopte quelques... C'est quoi ce petit plus dont vous parlez? Le petit plus la gagne, mais les gens vont le définir de plein de façons différentes, mais ce petit plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense de vouloir transgresser la norme. De ne pas accepter ce qui se passe. Alors, certains disent on a rendu l'impossible possible. Voilà, c'est juste un état d'esprit de défi et de challenge. Quand j'entends les réactions de Léon à chaque fois, c'est pur. Il parle pas du passé, il parle pas du futur, il parle pas de je vais réussir ou peut-être. Il n'y a pas de point d'interrogation. Il y a que les faits, il y a que les ressentis et il y a que le chemin de la course d'après. Il est très honnête et très pur dans ses réflexions. Il dit je suis parti assez vite, mais ça a piqué, ça fait mal au bras. C'est un être humain qui vous explique les choses et qui fait des choses irrationnelles, mais en les expliquant de manière rationnelle. Ouais. Et on avait la même chose par rapport à Antoine Dupont, qui a pris finalement le contrôle des meilleurs joueurs. J'en ai oublié Antoine Dupont tout à l'heure. Qu'on ne connaissait pas, il connaissait pas le sport, il connaît le rugby, il connaît plein de choses, mais c'est pas possible d'intégrer autant de technicité en 6 mois en finale des Jeux Olympiques, sur le lieu où il a échoué 3 mois plus tôt avec l'équipe de France, de fermer une cicatrice pour ouvrir un autre moment magique. C'est pas possible d'aller aussi vite dans la transformation des émotions et dans la compréhension de son propre mécanisme. Et c'est, je crois, là un peu la magie de Léon, de Victor, d'Antoine. Et qui sont absolument incroyables. Alors, on le rappelle, Romain Barnier, directeur sportif des Cercles de nageurs de Marseille, 20h37, 200 mètres papillon, la finale de Léon Marchand, la première, et la deuxième à 22h15, le 200 mètres brasse. Pour terminer, Romain Barnier, il y avait juste 2 petites questions que peuvent se poser les téléspectateurs en regardant ou en écoutant. C'est quand ils arrivent dans les bassins, devant les bassins, pourquoi est-ce qu'ils portent des doudounes? Est-ce qu'il fait froid dans la piscine olympique? Et pourquoi est-ce qu'ils se frappent les pectoraux comme ça, les hommes évidemment?
Pour un 30 secondes d'expertise, on avait observé par des études médicales qu'un athlète qui est 1 degré, le plus proche possible en température des 37 ou des 37,5 en ayant chaud, oui. Va plus vite, les temps de réaction sont améliorés, les sensations de douleur sont diminuées. Ah oui, donc il reste dans le chaud exprès jusqu'au bout, quoi. Exactement. D'abord, les athlètes ont froid dans ces enceintes. Quand on est mouillé et qu'on sort, quand on est stressé, on peut avoir froid parfois. Et donc, on se couvre. Quand on a un accident de voiture, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met une couverture de survie à quelqu'un, alors que il peut ne pas faire froid dehors, et on met quand même cette couverture. Ouais. Donc, c'est quand on a peur, quand on a de l'adrénaline, etc., souvent, on peut avoir cette sensation de froid et on se met dans ces dernières zones de confort. Et surtout, on veut que ces muscles soient chauds parce que c'est tout le principe pour pouvoir ensuite, parce qu'il faut imaginer que... Doudounes, alors. Voilà, la fin de l'échauffement, c'était 30 ou 45 minutes avant et qu'il y a quasiment peu d'activité et qu'il faut rester en température pour être performant dès les premiers instants de la course. Merci infiniment, Robin Barnier, d'être venu nous apporter vos lumières, parce que je rappelle que vous êtes directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, qui a beaucoup de champions à son palmarès. C'est passionnant de vous écouter. Toutes vos explications nous ont vraiment ici passionnés. J'espère les auditeurs de Sud Radio aussi. Les JO, dans tous leurs états, c'est tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.